Maintenant que vous savez pourquoi il faut éco-concevoir, il est temps de vous expliquer ce qu'est l'éco-conception, comment en faire et en faire bien. On commence avec un peu de théorie. L'éco-conception, c'est un processus qui prend en compte les enjeux environnementaux dès le début de la conception d'un produit ou d'un service, afin d'améliorer sa performance environnementale sur tout son cycle de vie, tout en conservant ou en améliorant la performance globale du produit pour le consommateur. Bon, ne vous inquiétez pas de retour en arrière. Nous sommes au 21e siècle, pas besoin de ressortir les fers secs ou les balais. La principale méthode sur laquelle s'appuie l'éco-conception, c'est l'analyse de cycle de vie. Dans le jargon, on dit ACV. A pour analyse, C pour cycle et V pour vie. On se sert de cette méthode pour mesurer la performance environnementale du produit sur tout son cycle de vie. L'extraction des matières premières, leur transformation, le transport, l'utilisation par le consommateur et la fin de vie. La performance environnementale du produit est évaluée en quantifiant des impacts tels que le changement climatique, l'épuisement des ressources ou encore la consommation d'eau. À partir de l'ACV d'un produit, on peut identifier des leviers d'éco-conception, les comparer et à la fin, on obtient un produit éco-conçu. Enfin presque. Le groupe SEB a réalisé près de 70 analyses de cycle de vie sur des produits variés. Ce socle solide a permis d'identifier les leviers d'éco-conception prioritaires pour nos catégories de produits. Si vous avez une petite centaine d'heures devant vous, les 210 pages de rapport vous attendent. Sinon, je vous propose un résumé. Que l'on parle d'une poêle, d'un sèche-cheveux, d'un rice cooker ou d'une spatule, on retrouve des similitudes pour éco-concevoir tous ces produits. D'abord, les concevoir pour qu'ils durent, c'est-à-dire qu'ils soient de qualité et réparables. Améliorer leur recyclabilité. Utiliser des matériaux recyclés, biosourcés ou d'autres matériaux à faible impact environnemental. Et puis améliorer leur efficacité énergétique. Bon d'accord, peut-être pas pour les spatules. Et favoriser un éco-packaging sans plastique. Vous devez déjà être familier de certaines notions. La qualité, la réparabilité par exemple. Nous vous proposons de regarder d'un peu plus près les autres thématiques. Commençons par la recyclabilité potentielle. Pour qu'un produit soit réellement recyclé, il faut 3 étapes réussies. Que le produit soit théoriquement recyclable. Le groupe SEB appelle cela la recyclabilité potentielle. Ensuite, qu'il existe une filière de collecte et de recyclage. Et que le consommateur fasse le bon geste de tri. La recyclabilité potentielle se pense dès le début de la conception. Il faut choisir les bons matériaux, les assembler en respectant les règles de compatibilité. Pour que le produit potentiellement recyclable devienne vraiment recyclé, il faut aussi qu'il existe des filières de collecte et de recyclage dédiées. Il existe maintenant presque partout des filières de collecte des emballages. Il existe aussi de plus en plus de filières pour le recyclage du petit électroménager, mais quasiment rien pour les articles culinaires. Mais nous y travaillons. Et bien sûr, pour que le produit arrive jusqu'à cette filière de recyclage, le consommateur doit aussi faire le bon geste de tri. Si ces 3 conditions sont réunies, notre produit recyclable se transformera en matériaux recyclés. Quand ces matériaux recyclés sont réutilisés pour fabriquer de nouveaux produits, ils permettent d'éviter l'extraction de nouvelles ressources naturelles. Et ça diminue l'impact environnemental global. Pour de l'aluminium, c'est 90% d'émissions de CO2 en moins. Pour un plastique, c'est jusqu'à 70% de gain de CO2. Depuis quelques années, il y a un véritable essor des matériaux recyclés, qui sont en passe de devenir des matériaux comme les autres. Des bouteilles de shampoing aux t-shirts, en passant par l'automobile ou le packaging, l'utilisation de matériaux recyclés est clé pour diminuer son empreinte environnementale. Il existe d'autres matériaux qui permettent de diminuer l'empreinte environnementale. Les plastiques biosourcés, par exemple. Les plastiques biosourcés sont des plastiques qui, au lieu de venir du pétrole, viennent de ressources renouvelables végétales, comme le lin, le chanvre, les déchets végétaux. C'est un vrai gain pour le changement climatique. Mais il faut être vigilant pour éviter les potentiels transferts de pollution. Par exemple, il faut s'assurer de ne pas être en compétition avec l'alimentation humaine
ou vérifier les consommations d'eau. C'est le moment de se concentrer. S'il ne faut retenir qu'une seule chose, c'est celle-là. L'efficacité énergétique. Le concept est simple. Faire pareil, apporter la même performance, mais avec un produit qui consomme moins d'énergie. Mais alors pourquoi est-ce que tout le monde fait la course au watt ? Si le concept est assez simple, les consommateurs ont été habitués à ce qu'on leur parle de puissance, de chevaux ou de watts, au lieu de performance pendant des années. Alors forcément, ça amène des confusions. Heureusement, l'idée commence à faire son chemin. Un bon exemple est celui des lampes. Depuis 15 ans, en Europe, on ne parle plus de watts, mais de lumen, l'unité de l'intensité lumineuse. Pour un wattage plus faible, les LED illuminent tout autant. Elles sont plus chères à l'achat, mais elles durent plus longtemps. Donc au final, il y a autant un gain environnemental qu'économique. Et toujours la même lumière. Un autre bel exemple d'efficacité énergétique, laver son linge. Facile, me direz-vous. Il n'y a qu'à baisser la température à 30 degrés au lieu de 60 et hop, c'est 50% d'économie d'énergie. Oui, ok. Mais pour avoir la même performance, il faut aussi s'assurer de laver toujours aussi bien. Et pour ça, il a fallu travailler en collaboration avec les lessiviers pour développer des lessives qui fonctionnent à basse température et convaincre les consommateurs de le faire. Comme laver à plus basse température permet aussi de protéger les vêtements, l'évolution s'est faite assez rapidement. Et c'est d'ailleurs quand le consommateur y trouve un bénéfice pour lui et pour la planète que l'éco-conception est la plus efficace. Un autre sujet très important, en particulier pour les clients et pour les consommateurs, l'éco-packaging. Quand un produit éco-conçu arrive avec plein de sacs plastiques, ça fait mauvais effet, parce que c'est pas cohérent. Les emballages à usage unique, notamment en plastique, ont mauvaise presse. Et pour cause, aujourd'hui, 5000 milliards de débris de plastique se retrouvent dans les océans. Vous connaissez le 7e continent ? Les premiers à avoir attaqué le virage sont les industriels de l'agroalimentaire. Suppression du plastique, emballage réutilisable ou en matière recyclée. Ils sont sur la première ligne. À nous d'emboîter le pas. En conclusion, ce qu'il faut retenir, c'est l'éco-conception, c'est penser le produit en cycle de vie et améliorer sa performance environnementale à chaque étape. Extraction des matières premières, fabrication, utilisation et recyclage. Les principaux leviers d'action pour éco-concevoir les produits du groupe SEB sont la qualité, la réparabilité, l'utilisation de matériaux à plus faible impact environnemental, l'efficacité énergétique et l'éco-packaging. Allez, je vous donne rendez-vous dans le prochain module pour les mettre en œuvre.